Et à tous, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui à Casa. Je viens régulièrement au Maroc, au Maghreb. Et Donc cette casquette et Helicobacter en Tunisie, c'est vraiment l'équipe principale sur ce sujet-là. Nous avons pris ensemble tout ce qu'il y avait sur PubMed pour voir un petit peu la bibliographie et nous avons trouvé 56 articles, 24 de Tunisie, 19 du Maroc, 10 d'Algérie et 3 de Libye, c'est pour mettre un peu d'émulation dans les différentes équipes des différents pays pour essayer d'équilibrer. Helicobacter pylori, c'est une bactérie que vous connaissez bien maintenant, qui a été découverte en 82 par deux chercheurs australiens, Warren et Marshall. Barry Marshall, le jeune avec une moustache à gauche, et j'ai pas résisté au plaisir de mettre 20 photos avec ce prix Nobel. Il a perdu sa moustache, mais il est toujours très présent dans les différents congrès. Cette bactérie colonise la muqueuse gastrique humaine. que l'estomac et que l'homme, on ne la trouve pas chez les animaux. Elle infecte 50% de la population mondiale et on pense qu'il y a 100 ans, tout le monde était infecté par Helicobacter pylori. La transmission, elle est interhumaine, elle est familiale. En général, on a dans notre estomac la bactérie de notre maman qu'elle nous a transmise dans nos premiers mois, aux premières années de vie. Et donc c'est une bactérie qui s'est transmise comme ça de génération en génération dans l'humanité, depuis que l'humanité existe. Et on verra tout à l'heure des marqueurs extrêmement intéressants. Cette bactérie est un réel marqueur de l'évolution de l'humanité. À travers le génome de cette bactérie-là, on peut regarder l'évolution de notre humanité. Elle va entraîner systématiquement une gastrite, et puis, chez certaines personnes, elle va entraîner ulcère, cancer gastrique. On l'a traitée avec une trithérapie. On a été obligé de passer à la quadrithérapie séquentielle, à la quadrithérapie concomitante, à la quadrithérapie bismutée, parce que le problème qu'on a, c'est une résistance qui augmente, et du coup, les traitements probabilistes sont obligés de passer à des quadrithérapies avec des conséquences certaines sur le microbiote, sur l'acquisition de la résistance. Et donc maintenant, on revient à des stratégies où on va aller vers des thérapeutiques ciblées. Il faut avoir l'antibiogramme, comme pour plein d'infections. Et bien maintenant, pour Helicobacter pylori, c'est pareil. Il faut la bactérie, il faut l'antibiogramme, il faut au moins une PCR qui nous renseigne sur comment traiter. C'est la seule bactérie qui est responsable d'un cancer chez l'homme, et c'est extrêmement important. Alors l'épidémiologie globale mondiale de cette infection, 50% de la population mondiale est infectée, avec de grandes variations de la prévalence selon les pays et même à l'intérieur des pays. Vous voyez des chiffres qui sont très élevés, par exemple en Asie, en Afrique équatoriale, en Amérique du Sud, et puis dans les pays très développés, très riches, eh bien, on est autour de 30% de prévalence de l'infection. Alors maintenant, intéressons-nous un peu plus à ce qui nous intéresse aujourd'hui, le Maghreb. Le Maghreb, vous le savez, c'est 5 millions de kilomètres carrés, c'est 90 millions d'habitants, une région du monde qui a connu une grande croissance démographique il y a une trentaine d'années, avec une transition démographique, c'est-à-dire une diminution du nombre d'enfants par femme. On est passé chez nos grands-mères de 7 à 8 enfants par famille, et maintenant on est sur une norme de 2 à 3 enfants. Donc un changement qui est extrêmement important, et on va voir, c'est une des hypothèses pour expliquer la diminution de la prévalence de l'infection à Helicobacter pylori au Maghreb. On va reprendre un peu un point de vue historique. Je vous disais que c'est une bactérie qui suit notre humanité depuis qu'elle existe. Eh bien, on va remonter un petit peu en arrière dans l'histoire, la préhistoire des populations du Maghreb. La population du Maghreb est issue d'échanges anciens, fréquents et répétés avec le sud de l'Europe et avec la France. À la préhistoire, il y a eu des changements climatiques importants, des périodes glaciaires, des périodes de réchauffement, des périodes de désertification, d'humidité importante, qui ont fait que les gens ont migré de part et d'autre de la Méditerranée par plusieurs reprises, et cela à des périodes très très anciennes. Ça a commencé avec cette migration majeure qu'on appelle Back to Africa au pré-Holocène, c'est-à-dire il y a 11 000 ans,
qui a remplacé les premiers habitants de la région, et ça a été suivi de migrations mineures. Et je vous ai mis pour illustrer ça ces très belles fresques qu'on trouve dans le désert, avec une vie qui était dans ce désert qu'on connaît très aride actuellement, avec une vie qui était beaucoup plus intense et beaucoup plus supportable. Qu'est-ce qui s'est passé à cette période, il y a 11 000 ans? Eh bien, la calotte glaciaire est descendue sur l'Europe et a entraîné les personnes qui habitaient en Europe à migrer vers le sud. Et il y a eu des passages depuis l'Espagne vers le Maghreb de façon très très importante. Ensuite, une autre période de migration, plus vers le sud, vers le Sahara, qui est devenu humide à cette période-là. Et puis après, en moins 3000, le Sahel s'est désertifié, comme on le connaît un petit peu actuellement, avec une remontée des populations vers les franges côtières et à nouveau aussi vers l'Espagne et le sud de la France. En période historique, on a aussi beaucoup d'échanges fréquents et répétés avec le sud de l'Europe et de la France, avec des échanges commerciaux, stratégiques, guerriers, on peut dire, culturels, religieux. Les Phéniciens, les Romains ont surtout peuplé les zones côtières, et donc l'implantation génétique de ces populations n'est pas très facile à repérer. Certaines choses qui sont un peu méconnues, on a eu des invasions par les Vandales qui sont venus de Pologne, qui ont traversé toute l'Europe, l'Espagne, et qui sont venus, 80 000 personnes sont arrivées jusqu'au Maghreb, donc 80 000 personnes qui amènent des gènes, c'est extrêmement important. La conquête arabe, qui est quelque chose de très important au niveau culturel, au niveau religieux, eh bien, elle a laissé peu de traces, c'était peu de gens, mais un énorme retentissement culturel et religieux que vous connaissez bien. La période de l'Andalousie arabe à l'Andalous, eh bien là aussi, avec des migrations vers l'Espagne et puis des migrations dans l'autre sens. Les Byzantins, les Juifs, chassés par Isabelle la Catholique, qui redescendent au Maghreb. Et puis cette période des barbaresques avec des corsaires célèbres, Barbe Rouge à Alger, qui vient rançonner les bateaux qui croisaient au large de Marseille, etc. 1 million d'Européens ont comme ça été capturés par les corsaires et implantés dans la population du Maghreb, parce que très très vite, ces gens-là sont passés de statut d'esclaves à des statuts de commerçants, etc. Et se sont intégrés et ont apporté leurs gènes. La traite négrière, à travers le Sahara, aussi a apporté des gènes qui venaient d'Afrique plus équatoriale. Les Turcs, en 1553, qui ont colonisé, qui ont apporté leur civilisation, et on la connaît toujours à travers plein de choses dans le droit du Maghreb et dans la pâtisserie du Maghreb, dans les aptitudes culinaires. Et puis les Espagnols, les Français avec une invasion du Maghreb. Et puis maintenant, on connaît beaucoup d'échanges avec les Chinois, des échanges commerciaux avec des populations chinoises qui viennent sur place. Ce qui fait que quand on regarde un petit peu la trace génétique des gens du Maghreb, leur identité génétique, on regarde dans l'ADN mitochondrial, et il y a un poster qui est présenté aujourd'hui sur ce thème-là et qui retrouve exactement les mêmes résultats, et on voit que l'aplogroupe mitochondrial H1, qui est la trace de l'Europe, et bien vous voyez que c'est l'Europe, c'est le Maghreb, c'est l'Espagne, tout ça, ça veut dire que nous avons le même patrimoine génétique de part et d'autre de la Méditerranée. Eh bien ça, on le retrouve dans les génomes d'Helicobacter pylori. En séquençant entièrement le génome d'Helicobacter pylori, on peut voir d'où viennent les gens, puisque la transmission s'est faite de notre maman, de notre grand-mère, de notre arrière-grand-mère, et on remonte comme ça très très rapidement dans des époques très anciennes. Et quand on regarde un petit peu cette cartographie de l'Afrique et du sud de l'Europe, vous voyez qu'au Maghreb, on a beaucoup de vert foncé. Le vert foncé, c'est un Helicobacter qu'on a appelé HP Europe. On aurait pu l'appeler HP Maghreb, c'était exactement la même chose. Et on a un petit peu de nord-est Africa qui vient sûrement des traites négrières, etc. Donc on arrive comme ça à reconstituer les migrations de l'homme qui, vous savez, Homo sapiens est né en Afrique, les migrations qui ont peuplé l'Asie, qui ont peuplé l'Europe, et le retour sur l'Afrique, etc. Et on retrouve ça même dans des études récentes. Notre collègue algérienne Naïma Raaf, qui vient de publier un article l'an dernier, qui fait de l'haplotype aussi, et qui trouve sur 38 patients d'Alger, des Algérois de base, de souche, 2 haplotypes différents, 33 HP Europe et 9 HP Nord-Est Africa. Alors je ne me suis pas trompé dans les chiffres, 33 plus 9, ça fait beaucoup plus que 38, c'est parce que souvent, les patients hébergent plusieurs souches à la fois, on en reparlera tout à l'heure. Je vais passer la parole à Chedlia pour vous parler de la prévalence de l'infection à Helicobacter pylori. J'ai essayé d'aller un peu vite pour rattraper. Donc, plusieurs études ont été faites au Maroc, en Tunisie et en Algérie. Nous avons 7 études qui ont été publiées sur les personnes
asymptomatiques. Ces études ont commencé très tôt, destinées à montrer la prévalence de Helicobacter pylori dans la population, et des études chez les patients symptomatiques pour voir quel était le terrain, quels étaient les facteurs influents sur cette prévalence. Et on va voir, la première étude chez des patients asymptomatiques a eu lieu en Algérie, 1987, et elle montre cet aspect de la courbe qui est un aspect typique au Maghreb. C'est une courbe qui monte rapidement et qui s'arrondit un petit peu, puis elle s'infléchit et elle va rester à un stade stable à partir de 60 ans environ. Il y a des similitudes ici avec d'autres pays qui ont un niveau, si vous voulez, d'hygiène comparable. Donc nous avons ici le Vietnam et puis la Côte d'Ivoire. Par contre, lorsqu'on voit la prévalence en France et dans les pays industrialisés, c'est généralement une prévalence plus faible, liée certainement aux conditions socio-économiques et surtout d'hygiène qui sont plus favorables. Alors en Tunisie, une étude en 92 a eu lieu chez des sujets symptomatiques et asymptomatiques. Donc sujets symptomatiques, 182 patients et asymptomatiques, 50 sujets. C'était pour voir la prévalence. Et on a trouvé que la prévalence, que ce soit dans la première ou la deuxième, était autour de 80%. Donc nous sommes fortement colonisés. Il en est de même pour les autres pays, comme nous allons le voir, avec des facteurs de risque qui ont été identifiés dans ces études, qui sont le faible niveau socio-économique, les antécédents familiaux d'ulcères. Par contre, il n'y avait pas de relation avec le sexe, le tabagisme, l'alcoolisme, les médicaments gastrotoxiques et l'habitat. Donc là, c'est une autre étude en Libye qui montre aussi qu'il y a une forte prévalence, mais la courbe est différente par rapport aux autres pays. Difficile à l'interpréter parce qu'il n'y avait pas d'autres paramètres qui pouvaient l'expliquer. Alors en Tunisie, une autre étude, vous voyez, décalée, donc 2006-2007, alors que les premières études étaient dans les années 90, montre que la prévalence est élevée aussi, mais elle est de 63%. Donc il y a un petit décalage qui est peut-être dû à l'amélioration des conditions de vie. On fait moins d'enfants, on est sensibilisé aux conditions d'hygiène et peut-être ça ralentit un petit peu cette prévalence. Alors, chez les enfants asymptomatiques, une étude toujours en Tunisie en 1994 montre une prévalence de 30,4% et on avait refait l'étude, ça c'était à Tunis, on avait refait l'étude dans une école du Sahel, donc des régions un peu plus déshéritées, et on a retrouvé la même prévalence. C'était dans une école où il y avait 500 enfants scolarisés, mais on a remarqué que la prévalence différait selon que les enfants mangeaient à la cantine et s'échangeaient les couverts entre eux, et selon la promiscuité également. Donc il y avait plus de cas positifs dans ces conditions-là. Donc là, c'est pour montrer un petit peu la relation significative avec les antécédents familiaux, etc. Alors, si on groupe les deux études tunisiennes de 2002 à 2007, on remarque tout à fait si vous voulez, cet infléchissement de la courbe qui montre une amélioration, et l'infection, elle va commencer beaucoup plus tard qu'au départ. Et là, ça se voit très bien, il y a une cassure depuis il y a 40 ans et maintenant. Alors, si on partage, si vous voulez, d'une façon arbitraire cette étude, on remarque que jusqu'à 2009-2010 à peu près, la prévalence était élevée et elle a commencé à baisser, toujours pour un petit peu retrouver l'aspect de cet infléchissement de la courbe. Et la différence, lorsqu'on voit toutes les études, entre 2002 et 2015, la différence est significative. Je vais passer. Je n'ai pas eu les études algériennes et marocaines. Je ne sais pas. Les conclusions sont les mêmes au Maroc et en Tunisie, avec une prévalence élevée également, autour de 80%. Donc on a quelque chose qui est assez global, vous voyez, sur le Maghreb, et avec cette cassure il y a 40 ans qui peut être expliquée par la transition démographique. Hein, c'est mon hypothèse, mais il semble que on sait que plus il y a d'enfants dans une famille, plus la bactérie se transmet. Je vais passer rapidement là-dessus. Un petit mot sur le cancer de l'estomac. Vous voyez que le Maghreb n'est pas trop durement touché, bien sûr toujours trop, hein, par le cancer de l'estomac qui est dû à Helicobacter pylori. On a des incidences standardisées sur l'âge qui sont plus faibles que dans le monde et plus faibles qu'en France. On a un gradient Algérie, Tunisie, Maroc, avec cette descente des chiffres, mais qui sont très proches les uns des autres.
Les facteurs de virulence d'Helicobacter pylori au Maghreb, avec des études, l'équipe de Mahmoud à Fès a activement travaillé là-dessus, et on s'aperçoit que le facteur de virulence principal, qui est KAGA, est pratiquement le même. On tourne autour de 50-60%, que ça soit au Maghreb, et je vous ai même mis les chiffres qu'on a trouvés nous à Poitiers, donc pour vous remontrer que même la distribution des facteurs de virulence est la même, qu'on soit en France ou qu'on soit au Maghreb. Quelque chose d'intéressant, quand on regarde des essais thérapeutiques, on s'aperçoit que des essais thérapeutiques qui ont utilisé OAC, c'est-à-dire oméprazole, amoxicilline, clarithromycine, avec des chiffres qui ne sont pas très bons dans ces essais thérapeutiques. Vous voyez, on est autour de 70% de réussite, alors que c'est un essai thérapeutique bien randomisé, on suit bien les patients. Eh bien, on s'aperçoit que ces diminutions des chiffres de résultats de traitement, ces échecs de traitement sont dus à des résistances. Alors, où en sont les résistances? Chedlia, je te passe la parole. Alors, au cours d'une thèse qui a eu lieu entre 2005 et 2007, nous avons fait un travail dans 6 centres tunisiens et on a essayé de le faire à Tunis, au niveau du Sahel et un petit peu dans le nord. Et on a remarqué que la résistance à la clarithromycine au départ était de 18,8% chez l'enfant et 14% chez l'adulte. Donc on était limite et à cette époque-là, on a utilisé la trithérapie et on a très vite déchanté parce que le pourcentage a augmenté au fil des études des autres années. Mais chose curieuse, c'est qu'on a des infections mixtes avec, chez la même personne, des souches positives, des souches sensibles et des souches résistantes. Et ce pourcentage était de 46% quand même. Ça veut dire qu'on s'infecte, qu'on se réinfecte avec des souches différentes. Eh bien, quelle est la prévalence de la résistance donc, au Maroc? Alors, au Maroc, il y a eu des études de 2011 à 2014 et des études de janvier 2015 à 2016 dans plusieurs hôpitaux. Et ils retrouvent également cet aspect d'infection mixte, 53%, avec des prévalences de la résistance qui sont élevées, 28,2%, 28,8%, donc comparables au fil des années. En Algérie, c'est exactement le même aspect. Une étude 2008-2014, 4 centres à Alger, 2015-2016, 3 centres à Alger et 2012-2015, donc pareil, 4 centres. Et on retrouve cette résistance de 33%. Il y a des discordances un petit peu entre les techniques PCR et E-test, mais la résistance dépasse 20% déjà dans toutes les études. Et on a également des populations mixtes, donc 37% ici de population mixte et 28% ici de population mixte. Et on va voir que les aspects sont différents avec la France. Donc en France, on a une étude qui nous montre que l'antibiotique le plus important à suivre, c'est la clarithromycine, parce qu'il fait partie de cette trithérapie, oméprazole, amoxicilline, clarithromycine. Il n'y a pratiquement pas de résistance à l'amoxicilline, et quand il y a un échec thérapeutique, c'est dû à la résistance à la clarithromycine. Donc c'est vraiment ça qu'il faut suivre. Vous avez vu, au Maghreb, on est passé de 15% dans les premières études qu'on a fait ensemble avec Chedlia en Tunisie, et puis on monte, on atteint 33% dans les derniers chiffres qu'on avait en Algérie, 28% au Maroc. On a dépassé ce seuil de tolérance et on ne peut plus traiter à l'aveugle. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'il faut avoir l'antibiogramme, il faut avoir la PCR qui nous dit c'est sensible ou c'est résistant à la clarithromycine. Alors, un petit mot sur les infections multiples. On avait fait un travail avec Chedlia en comparant ce qui se passait à Tunis et ce qui se passait à Poitiers. Et on avait regardé quels étaient les taux d'infection mixtes. Et voilà le résultat. On prenait colonie par colonie et on regardait est-ce que c'est le même profil génétique, est-ce que c'est sensible, est-ce que c'est résistant. Et les infections multiples, c'est plusieurs souches génétiquement différents, et mixtes, c'est résistant et sensible. Et vous voyez qu'on a des chiffres différents sur les infections multiples. Ça veut dire qu'à Tunis, comme dans beaucoup d'endroits au Maghreb, on l'a vu tout à l'heure sur d'autres résultats, les gens sont souvent infectés par plusieurs souches. Parce que quand ils étaient petits, ils ont rencontré plusieurs personnes qui les ont infectés, leur maman, leur frère, peut-être qu'il y avait plusieurs souches qui circulaient. Alors qu'en France, à Poitiers, on est en extinction d'Helicobacter pylori, parce que les conditions de promiscuité sont beaucoup plus faibles, il y a beaucoup moins d'enfants par famille, chaque enfant a pratiquement sa chambre, il y a des antibiotiques qui sont déversés chez ces enfants pour des raisons très mauvaises de rhinopharyngite virale, mais les gens donnent beaucoup d'antibiotiques et doivent diminuer l'infection à Helicobacter chez les tout-petits. Et vous voyez qu'on n'est plus qu'à 5% d'infections multiples, c'est-à-dire qu'il n'y a que 5% des gens qui ont minimum 2 souches dans leur estomac. Donc en conclusion de ce travail collaboratif avec Chedlia, avec Madame Benouda, avec d'autres collègues au Maghreb, on peut dire que les habitants du Maghreb et leurs hélicobactères sont très proches de ceux des Européens.
la prévalence de l'infection est élevée, mais elle diminue rapidement. Et on a vu cette cassure il y a une quarantaine d'années. Et vous êtes en train de vous retrouver au même niveau exactement que l'Europe du Sud, que la France. L'incidence du cancer de l'estomac est plus faible qu'en France, pour une prévalence similaire du facteur de virulence CAGA. La résistance aux antibiotiques, et particulièrement à la clarithromycine, augmente rapidement pour atteindre 30%. Et ça, le message, c'est on ne peut plus traiter à l'aveugle. Alors que la trithérapie empirique OAC est encore très prescrite, et on le voit dans des études qu'on a faites chez des collègues au Maghreb, tout le monde est encore sur ce dogme, je traite avec OAC, oméprazole, amoxicilline, clarithromycine, et c'est pas bon. Et on sait que le bismuth, qui est maintenant recommandé en traitement probabiliste, n'est pas toujours disponible dans tous les pays du Maghreb. Et vous rajoutez cette notion-là importante, les infections multiples sont extrêmement fréquentes. Je vous remercie. Eh bien, on remercie les orateurs, Madame Fendry et Monsieur Berukowa. Je fais le diagnostic. Oui, c'est-à-dire pour la communication en commun. Et on passe à la deuxième communication pour Monsieur Berukowa. Comment diagnostiquer en 2018? Voilà, quoi de neuf, docteur? Alors, je m'incruste, je continue. Est-ce que je peux avoir ma communication à l'écran, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Donc maintenant, comment diagnostiquer? C'est des questions très pratiques en 2018. 1983, on découvre Helicobacter pylori. On est en 2018. Où est-ce qu'on en est? En 87, on était sûr que l'ulcère de l'estomac était une maladie infectieuse, était due à Helicobacter pylori. En 94, l'OMS décrète que le cancer de l'estomac est aussi dû à Helicobacter pylori. Et puis vous voyez ensuite, il y a toute une série de conférences de consensus. Ces conférences de consensus européennes, mondiales, de chaque pays, sont là pour nous dire comment il faut diagnostiquer, comment il faut traiter, comment il faut prendre en charge les malades qui sont suspects d'infection à Helicobacter pylori. Puis je vous ai mis en 2005 le prix Nobel de médecine pour cette découverte importante qui a permis d'affirmer un petit peu ce que disaient les conférences de consensus. Depuis la découverte d'Helicobacter pylori, eh bien, les connaissances ont énormément monté sur le lien qu'il y a entre cette bactérie et le cancer de l'estomac. Et puis, malheureusement, plus on a traité les infections à Helicobacter pylori, plus on a développé de résistance, et ce qui fait que les stratégies successives de traitement ont largement évolué, avec des traitements empiriques, je vous disais, on traitait à l'aveugle, avec de plus en plus d'antibiotiques, et maintenant, les dernières conférences disent c'est fini, il faut traiter avec un antibiogramme, avec une notion de résistance. On ne va pas traiter à l'aveugle. Alors ça donne quoi Helicobacter pylori? Eh bien, quand il arrive dans notre estomac, quand on est tout petit, ça va donner une gastrite aiguë, mais on est tellement petit que personne ne s'en aperçoit. On pense qu'on a mal aux dents, qu'on a une petite gastro, des choses comme ça, et ça passe complètement inaperçu. C'est une inflammation. On a dans notre muqueuse des polynucléaires et des lymphocytes. Ce n'est pas normal. On se demande souvent, est-ce que l'infection à Helicobacter, on parle de colonisation des fois? Non, c'est une vraie infection. Elle entraîne une inflammation qui est complètement pathologique, mais qui peut être complètement asymptomatique. Alors, au fur et à mesure de l'installation de cette gastrite, elle devient chronique, et 85% des gens qui sont infectés vont avoir cette gastrite chronique stable, qu'on peut diagnostiquer par l'histologie en faisant une biopsie gastrique. Elle est la plupart du temps asymptomatique, c'est-à-dire que 85% des gens se portent très bien, ils ont hélico dans l'estomac qui leur entraîne cette gastrite, cette inflammation, qui est pathologique, qui est pathologique, mais qui n'est pas une maladie, puisqu'il n'y a pas de signe tout à fait. Alors après, l'important, c'est les 15% qui restent. Selon la localisation de la bactérie dans l'estomac, selon des facteurs de virulence de la bactérie et selon des facteurs propres à l'hôte, ça va évoluer, et ça va évoluer d'un côté à l'autre. Si on a une gastrite qui est dans l'antre, dans le bas de l'estomac, on va avoir une hypersécrétion acide et ça va entraîner un ulcère duodénal. Si on a une gastrite dans l'ensemble de l'estomac, avec une infection de l'ensemble de l'estomac, eh bien, on va évoluer vers un ulcère gastrique. Et quand on est de ce côté-là de l'évolution, eh bien, c'est là qu'on peut développer une atrophie, une métaplasie et évoluer en des dizaines d'années vers le cancer. Autre pathologie tumorale déclenchée par Helicobacter pylori, le tissu lymphoïde associé à la muqueuse, le MALT, peut se développer, s'hyperdévelopper et dégénérer vers un lymphome du MALT. Donc vous avez là toute la panoplie des pathologies qui sont reconnues actuellement déclenchées par Helicobacter. J'en rajoute deux là-haut
qui sont des pathologies hématologiques avec le purpura thrombopénique idiopathique et l'anémie par carence en fer, certaines anémies par carence en fer, où ça vaut le coup d'aller chercher Helicobacter pylori. Et du coup, là, on va avoir une indication de toutes les indications où il va falloir chercher Helicobacter pylori, qui ont été résumées dans les différentes conférences de consensus. Évidemment, l'ulcère gastrique ou duodénal, historiquement, c'est comme ça qu'on l'a découvert, qu'il soit compliqué ou non, actif ou non, avec ou sans prise d'anti-inflammatoire non stéroïdien ou d'aspirine à faible dose. Dans ces cas-là, il faut chercher Helicobacter pylori et il faut le diagnostiquer. La dyspepsie chronique avec gastroscopie normale, il faut avoir une biopsie, il faut aller diagnostiquer. Le patient avec un projet de traitement continu par IPP de plus de 3 ans. Alors pourquoi? Je vais revenir sur l'image qui est là. Parce que quand vous prenez des IPP et que vous êtes du bon côté avec juste un ulcère duodénal qu'on va pouvoir vous traiter en 1 semaine ou 15 jours de traitement, vous n'avez aucune chance d'aller vers le cancer. Par contre, vous prenez des IPP, votre acidité gastrique est complètement neutralisée, l'infection se détend dans l'ensemble de l'estomac et vous passez du mauvais côté de l'évolution avec une évolution qui peut être atrophie, métaplasie et cancer. Donc quelqu'un qui prend des IPP pendant très longtemps, eh ben, il faut aller chercher Helicobacter, il faut l'éradiquer, il faut traiter cette infection parce qu'il a un risque d'évoluer vers le cancer. Avant l'instauration d'un traitement prolongé par les AINS, les personnes apparentées au premier degré d'un patient qui a un cancer de l'estomac, on a dit que c'était une transmission familiale, eh bien, les personnes, quand il y a une grand-mère qui meurt d'un cancer de l'estomac, il faudrait que ses frères et sœurs, ses enfants, soient dépistés pour Helicobacter pylori. On leur enlève Helicobacter pylori bien avant qu'ils puissent évoluer lentement vers le cancer comme leur grand-mère. L'anémie fériprive sans cause retrouvée, la carence en vitamine B12, le purpura thrombopénique immunologique de l'adulte, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et puis il y a des indications qui sont plus gastro-entérologiques avec le lymphome du Malte gastrique, c'est le gastro-entérologue qui tombe sur cette pathologie tumorale. Les patients qui ont eu une gastrectomie partielle pour un cancer, et bien même là, quand il y a déjà eu un cancer, ça vaut le coup d'aller chercher qu'il y a encore Helicobacter et le traiter. On évitera les récidives. Les patients avec des lésions prénéoplasiques gastriques, c'est-à-dire des atrophies, des métaplasies, des dysplasies qui sont en train d'évoluer doucement vers le cancer. Là aussi, ça vaut le coup de les traiter parce que ça va régresser progressivement, lentement, et on va éviter un certain nombre de cancers. Et puis, des choses extrêmement rares, les patients qui ont un syndrome de prédisposition au cancer digestif, les HNPCC, les syndromes de Lynch, etc. Et puis, quelque chose qu'on voit de plus en plus, les chirurgies bariatriques. Quand on fait une chirurgie bariatrique avec un bypass qui va isoler une partie de l'estomac, eh bien, c'est complètement idiot de laisser quelqu'un avec une infection dans l'estomac, dans cette poche qui sera inaccessible à la fibroscopie. Donc, il faut vraiment vérifier avant le bypass eh bien, qu'il n'y a pas hélico et s'il y est éradiqué avant de faire cet acte chirurgical. Une notion qui est extrêmement importante, je vous en parlais tout à l'heure, la notion de prévalence de la résistance à la clarithromycine. On peut vraiment séparer la stratégie en 2 sortes de pays. Les pays où la prévalence de la résistance est faible, inférieure à 15%, ces pays existent encore. On a vu qu'au Maghreb, c'était trop tard, en Europe, c'est trop tard, on est au-dessus. Mais je viens de faire une collaboration avec un collègue du Burkina Faso, et bien, ils ont la chance encore d'avoir 9% seulement de résistance à la clarithromycine. Donc ils peuvent encore utiliser un traitement probabiliste avec cette trithérapie IPP Amox clarithromycine. Dans tous les autres pays où ça a dépassé 15%, et vous voyez qu'on est déjà à 30%, eh ben, il faut faire un traitement orienté. Toutes les recommandations disent traitement orienté par les résultats soit de l'antibiogramme, soit de la PCR pour la clarithromycine. Et donc ça veut dire encore fibroscopie et biopsie pour la bactério. On va voir qu'il y a une alternative toute nouvelle qui se dégage. En absence d'antibiogramme, on pourra faire des traitements probabilistes, mais là aussi, on sait que depuis 30 ans qu'on traite hélico, on a fait avec les traitements probabilistes que développer la résistance, donc c'est une erreur stratégique. Alors on peut faire des quadrithérapies, bientôt il y en a qui vont nous sortir des quintuthérapies. Qu'est-ce qui restera de la flore digestive de ces patients une fois traités avec 3-4 antibiotiques? C'est quoi le traitement orienté? On fait l'antibiogramme, c'est sensible à la clarie, on peut mettre la trithérapie classique, IPP Amox clarithromycine, c'est résistant à la clarie. Si c'est sensible à la lévofloxacine, on traite avec de la lévofloxacine. Si c'est résistant, ou alors on n'a pas testé, parce que ce n'est pas facile de tester la résistance à la lévofloxacine, eh bien on fait une trithérapie IPP Amox métronidazole. Et on sait qu'avec ces trithérapies-là, orientées, on est bien meilleur qu'avec les traitements probabilistes. On a une différence significative, on est meilleur et on a moins de conséquences sur le microbiote, sur la flore digestive. Alors comment on fait le diagnostic? Eh bien on a plein d'outils. On a des outils qui sont non invasifs, et puis des outils invasifs. Invasif, ça veut dire qu'on va faire une fibroscopie. Alors on regarde avec les invasifs, qu'est-ce qu'on peut faire une fois qu'on a notre biopsie gastrique au labo? On peut faire un test rapide à l'uréase, on peut faire de l'anapathe, on peut faire de la culture, on peut faire de la PCR. Eh bien, et du côté des non-invasives,
Eh bien, c'est l'image qu'on a. On a une dame, c'est dans le laboratoire de Chedlia à Tunis, une dame qui est en train de faire un test respiratoire. Elle est en train de souffler pour voir si... Alors, je vous expliquerai comment ça marche. Et vous connaissez presque tous cet examen extrêmement simple. On peut faire des antigènes dans les selles, on peut faire de la sérologie. Et je vais vous parler d'un nouveau test qui sort maintenant, qui permet de faire de la PCR dans les selles. Donc extrêmement intéressant parce que c'est non invasif et qui nous renseigne sur la résistance à la clarithromycine. Alors là, les méthodes invasives, eh bien, on fait la fibroscopie. Et jusqu'à maintenant, c'était celle qui était le plus intéressante parce que ça nous fait l'anapathe. Et c'est intéressant d'aller dépister chez quelqu'un d'un petit peu âgé, on va dire supérieur à 45 ans. Est-ce qu'il y a déjà des dysplasies, des métaplasies, un cancer? Et puis, ça permet de faire la bactério, ça permet de faire la PCR, etc. Donc c'est vraiment ce qui est le plus contributif. L'inconvénient, c'est qu'il faut faire une endoscopie. Alors maintenant, le risque est faible, l'accessibilité est quand même assez large, mais il y a encore des coins, des endroits, même au Maghreb, où je parlais du Burkina Faso tout à l'heure, où il n'y a pas de la fibroscopie partout. Et puis ça reste un petit peu coûteux. Le test rapide à l'uréase, on va détecter l'activité uréasique de cette bactérie qui transforme l'urée en ammoniac avec un indicateur de pH, avec du rouge phénol. Alors on peut le faire au laboratoire, mais ce n'est pas une très bonne sensibilité. Il y a 2 tests qui sont commercialisés, qui ne sont pas remboursés par la Sécurité sociale en France, qui sont le Clotest et le Pyloritech, dont les performances sont très comparables. Il ne faut pas attendre 24 heures avec le tube sur la paillasse parce qu'on aura des faux positifs. La sensibilité, elle n'est pas très bonne. Elle est de l'ordre de 80% des infections, c'est-à-dire qu'on passe à côté de 20% des infections à hélico parce qu'il faut qu'il y ait un fort inoculum dans la biopsie. La spécificité, elle est à 98%, mais si les gens prennent des IPP, ils risquent d'avoir, par exemple, des protéus qui ont une activité indole uréase dans l'estomac et qui risquent de faire virer ce test. Donc en général, c'est utilisé en salle d'endoscopie. Si c'est positif, très bien. Si c'est négatif, on est un peu embêté. Mais ça ne donne pas du tout une notion de résistance et ce n'est pas avec ça qu'on va pouvoir faire du traitement orienté. L'anapathe, c'est le moyen de détection le plus répandu. Il faut faire 5 biopsies, c'est ce qui est recommandé pour bien dépister les lésions précancéreuses. Ce n'est pas toujours fait. Nos anapathes, s'ils sont très bons, ils sont très sensibles, 95%. S'ils ne sont pas très bons et qu'ils font plein d'autres choses dans leur vie d'anapathe, ça peut descendre très bas, ça peut descendre à 50%. Donc c'est vraiment anapathe dépendant, c'est un petit peu embêtant. La culture, c'est la méthode de choix, c'est la référence en spécificité, mais c'est compliqué parce que ça complique la vie des gastro-entérologues. Ils ne peuvent pas vous envoyer ça dans du formol, c'est foutu. Ça ne peut pas attendre que le mec de l'anapathe ramasse une fois par semaine. Il faut que ça aille tout de suite au laboratoire. Il faut avoir des milieux de transport. Ça demande des échantillons supplémentaires, c'est-à-dire qu'il va faire des biopsies en plus de l'anapathe, des 5 d'anapathe. Il va en faire 2. Et puis même pour nous, les bactériologistes, ce n'est pas facile parce qu'il faut faire ça en microaérophilie. C'est une croissance lente, c'est exigeant, c'est compliqué. Il faut avoir des techniciennes qui connaissent bien le métier pour faire de l'hélicobactère. Mais c'est la seule technique qui, jusqu'à maintenant, permet l'antibiogramme. Et donc, c'est extrêmement important parce qu'on va pouvoir tester avec cette culture, une fois qu'on l'a, tous les antibiotiques qu'on peut utiliser. Et c'est vraiment extrêmement important pour pouvoir orienter un traitement. Et puis surtout, quand on a un échec thérapeutique, là, on est sûr d'avoir l'antibiogramme et de pouvoir traiter de façon complètement efficace. La PCR sur les biopsies, on a dit tout à l'heure pour la tuberculose, la PCR, c'est moins bien que la culture. Là, c'est mieux que la culture. On est 5 à 10% mieux que la culture en sensibilité. C'est très rapide maintenant, on a des PCR temps réel qui nous font ça en 2-3 heures. C'est souvent, et c'est l'intérêt couplé à la détection des mutations qui donne la résistance à la clarithromycine. Il y a moins de contraintes de transport pour la biopsie puisque même de l'ADN, de la bactérie morte, l'ADN sera toujours présent et on pourra faire la PCR. Et maintenant, on commence à sortir des kits commercialisés chez Herbiofarm, chez Mobidiac, chez Seegene, et puis le test de chez Hein avec les bandelettes. Donc c'est très bon, c'est très bonne performance, c'est plus pratique que la culture, ça nous donne la résistance à la clarithromycine principalement et ça peut être extrêmement intéressant pour orienter le traitement. Le test respiratoire, on passe aux choses non invasives. On fait boire au patient de l'urée marquée au carbone 13, ça va dans son estomac. S'il y a une uréase, ça va transformer ça en CO2 qui va être marqué au carbone 13, qui part dans l'intestin, qui est réabsorbé et qui se retrouve dans l'air expiré. Et il suffit de faire souffler le patient, comme vous le voyez sur les images dans le laboratoire de Chedlia à Tunis. Et puis on le passe ça dans un spectro et ça nous dit il y a du CO2 marqué au carbone 13. Ça veut dire que cette personne a un Helicobacter pylori dans l'estomac. Il y a 2 tests qui se disputent le marché en France. Je ne sais pas si vous en avez d'autres, qui ont des performances très très proches.
Donc le test respiratoire, ça détecte une infection active. Vous êtes sûr que l'hélicobactère est vivant puisqu'il a son activité uréasique. C'est fortement recommandé pour le contrôle de l'éradication, c'est-à-dire que quand on a fait un traitement, il faut absolument vérifier derrière, et c'est le meilleur test pour vérifier qu'il n'y a plus Helicobacter pylori. Alors, il y a des petites précautions, il faut arrêter les antibiotiques au moins 4 semaines avant de faire le test, 2 semaines pour les IPP, donc des fois les gens ne veulent pas lâcher leurs IPP, c'est un peu compliqué, mais il faut vraiment discuter avec eux. Les antigènes dans les selles, Helicobacter, il est dans l'estomac, et on élimine des bactéries qui ne sont pas viables dans les selles, et on peut les détecter avec des ELISA, des immunochromatos. Il y a plusieurs tests qui sont disponibles. C'est réalisable dans tous les labos. C'est très adapté aux enfants, et on vient de le publier avec notre collègue Mostefa Moubri à Alger sur une étude en population pédiatrique avec des très très bons résultats de cette technique dans les selles. Donc la détection des antigènes bactériens dans les selles, elle est recommandée pour le diagnostic et le contrôle d'éradication. Si on n'a pas le test respiratoire, elle n'est pas remboursée en France en tout cas. La sérologie, on a toujours cru et on a longtemps dit que la sérologie, c'était pas bon pour Helicobacter pylori. Eh bien, la sérologie a fait d'énormes progrès, et quand nous, on a publié en 2013 une étude commandée par l'AFSAPS sur tout ce qui existait en Europe, une trentaine de trousses, eh bien, on a eu la surprise de voir des trousses avec des très très bonnes sensibilités, des très très bonnes spécificités, qui fait que maintenant ça redevient un examen intéressant, surtout dans les pays comme la France où l'infection est en extinction. Quand quelqu'un a des anticorps, ça veut dire qu'il est infecté. C'est peut-être plus compliqué ici au Maghreb où la prévalence est plus importante. Et puis je voulais vous dire un petit mot d'un test de PCR dans les selles qui vient de sortir, qui est commercialisé par la société Mobidiag, je crois qu'elle n'est pas distribuée au Maghreb, qui est une PCR temps réel multiplexée qui détecte Helicobacter pylori et qui détecte la résistance à la clarithromycine. Et on a lancé depuis 2 ans un grand protocole, une étude clinique pour évaluer les performances de ce test, et on a comparé ce test dans les selles par PCR avec ce qu'on trouvait en culture et en PCR dans les biopsies gastriques, avec la détection d'Helicobacter pylori avec le gène GLMM et une PCR Scorpion qu'on a inventée à Poitiers, qui nous a servi pour plein d'études épidémiologiques que vous avez pu voir tout à l'heure avec les présentations de Shedlia, et qui nous permet de détecter les mutations qui donnent la résistance. C'était prospective, multicentrique, etc. 1200 patients, donc quelque chose d'assez important. Et là, je vous donne les résultats sur 1056 patients exploitables. On est encore en train de finir les analyses. Et vous voyez une sensibilité à 96%, une spécificité à 98% pour la détection d'Helicobacter. C'est extrêmement bon. Et pour la résistance, la détection de la résistance, 97%, 99% de spécificité. Moi, ça m'a surpris. J'avais fait plein d'essais avant dans les selles. Il y avait des inhibiteurs, ça ne marchait jamais. Et là, ce labo a une solution qui est vraiment extraordinaire, qui risque de bouleverser complètement la prise en charge des patients, parce que c'est non invasif. Et ça veut dire qu'en France, en tout cas, les généralistes vont pouvoir s'emparer de ce truc-là et s'occuper de leurs patients directement, sans passer par le gastro, ou en passant par le gastro quand il faut aller voir s'il y a des métaplasies, des dysplasies chez les personnes âgées qui sont infectées, qui ont été détectées par le test. Donc vraiment, une révolution dans les techniques diagnostiques. Un petit rappel, contrôle d'éradication, c'est extrêmement important. Il faut contrôler que le traitement a été efficace. Il y a plein de gens qui sont traités, vous avez vu, ils sont asymptomatiques, eh bien, ils ne s'aperçoivent pas que ça va mieux, ils pensent qu'ils ont été éradiqués, ils ne sont pas éradiqués, et ils risquent de faire un cancer 20 ans après. Il y a aux États-Unis maintenant des gens qui font des procès à leur gastro-entérologue parce qu'ils ont été traités par un truc qui n'a pas marché, personne ne s'en est aperçu, et puis l'infection a continué et ils font des cancers. Et vous savez, aux États-Unis, ça ne rigole pas, donc ils font le procès directement. Donc il faut toujours contrôler, avec le test respiratoire, qui est le meilleur test pour ça. On peut faire, si on n'a pas le test respiratoire, les antigènes dans les selles. Donc en conclusion, toute infection à Helicobacter pylori est à traiter. Une fois qu'on l'a détecté, on ne va pas laisser la personne partir comme ça. On ne va pas traiter tout le monde. On a vu qu'on avait des prévalences qui étaient très élevées ici au Maghreb. On ne va pas faire une campagne d'éradication de toute la population. Mais par contre, quand on a le diagnostic et qu'on est devant quelqu'un qui est infecté, eh bien, il faut le traiter, ça va prévenir le cancer. Il faut privilégier le traitement orienté par rapport au traitement probabiliste. On a un échec écologique des traitements probabilistes avec le développement de résistance. On sait qu'avec le traitement orienté, on est plus efficace. On a même prouvé qu'on était moins cher parce qu'il y a moins d'échecs derrière, moins de gens qu'il faut rediagnostiquer, retraiter, etc. La faisabilité, eh ben, ça va exiger que vous, les labos, vous fassiez de la culture, de l'antibiogramme, que vous puissiez faire de la PCR parce que c'est finalement plus facile à monter une PCR
avec un kit que de la culture avec l'antibiogramme. Et puis, je vous dis, cet avenir peut-être avec la PCR dans les selles, qui est extrêmement intéressant. La sérologie est un outil qui est diagnostic qui est performant, peut-être plus à privilégier dans les pays où c'est en extinction. Et donc, le traitement probabiliste, avec ces quadrithérapies, on a un risque écologique global avec développement de résistance, un risque écologique individuel avec une atteinte du microbiote. Et pour ceux qui m'avaient entendu il y a 2 ans vous parler du microbiote à Rabat, vous rappelez l'importance de ce monde microbien qui vit à l'intérieur de notre intestin. Pour en savoir plus, les conférences de consensus européennes, américaines, les recommandations de l'HAS en France, et puis je vous recommande le site du groupe d'études français des hélicos. Je suis le président de ce groupe-là, et sur helicobacter.fr, vous trouvez plein de renseignements sur Helicobacter, sur sa prise en charge, sur les techniques diagnostiques, etc. Et puis, vous faire un peu de publicité pour notre réunion annuelle du groupe d'études français des hélicos qui aura lieu le 25 janvier 2019 à Cochin. Et vraiment, je serai content de voir quelques personnes du Maghreb. Vous participez activement à travers toutes les études qu'on a présentées avec Shedlia. Eh bien, je vous invite à nous rejoindre et à communiquer au cours de ce congrès. Je vous remercie.